La vision que moi je défends du recruteur, qui soit pêcheur ou chasseur, parce qu'il y a encore des profils où il suffit de poster une annonce pour avoir des bons candidats, c'est justement d'être le bon business partner et de challenger le hiring manager sur la qualité de son recrutement. Un mauvais recruteur, entre guillemets, c'est quelqu'un qui va vite voir un candidat, tiens, lui il va plaire au manager, je lui envoie, il n'est pas très bon, j'ai vu des choses qui me font vraiment douter de lui, mais c'est pas grave, je le pousse parce que ça me fait mes objectifs. Le bon recruteur, que ce soit pêche ou chasse, c'est celui qui va challenger le manager et lui dire non, lui je te l'envoie pas, ou peut-être lui que tu avais vu, qu'on t'a coopté, ou tu sais que c'est l'ami d'un beau-frère ou je sais pas quoi, tu vas absolument le prendre. Moi je l'ai vu en entretien, je te déconseille de le prendre pour telle raison. Donc le recruteur, c'est celui qui aide le manager à lever la barre en fait. Travailleuses, travailleurs. 1 million d'emplois verts dans ce pays. Le télétravail sera à nouveau généralisé. Quoi qu'il en coûte. Qui décrochera le job? Patati et patata. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans la nouvelle émission, la nouvelle saison de Patati Patata, l'émission qui va chercher l'information RH là où elle se trouve, auprès des experts RH qui vivent les ressources humaines au quotidien. On a bien dit au quotidien. Donc on lit et on entend de la part d'un grand nombre de personnes des best practices, des tendances, et patati et patata, beaucoup de choses finalement sur les réseaux sociaux notamment. Mais pour remettre un petit peu d'ordre dans tout cela, nous avons aujourd'hui Guillaume Saint-Agne, qui est directeur du recrutement chez Miracle. Je n'ai pas écorché le nom. Ok. Parfait. Et qui va nous expliquer un petit peu déjà ce qu'est Miracle, peut-être. Bonjour Guillaume. Bonjour. Bonjour Guillaume, bienvenue. Merci, ravi de vous rencontrer. Et du coup, Miracle, c'est une société qui édite un logiciel de marketplace qui permet donc à des grands opérateurs du e-commerce d'ouvrir une marketplace sur leur site et donc du coup de référencer des centaines de milliers de références produits de vendeurs qu'on appelle des vendeurs tiers. Donc ce ne sont pas des choses que eux ont en stock, mais qui permettent du coup d'étendre leur gamme de façon assez colossale. Rapide. Voilà, rapide. C'est quoi? C'est comme des modèles en fait qui proposent? Comment ça se passe techniquement? C'est un logiciel en SaaS. Voilà, donc, en gros, on a accès à un back-office qui permet de référencer beaucoup de vendeurs tiers et ces vendeurs tiers de se référencer eux-mêmes directement sur le site et d'augmenter du coup de façon colossale le nombre de références. D'accord, ok. 800 collaborateurs en France ou dans le monde? Dans le monde. Dans le monde, ok. Miracle est beaucoup connu pour ses différentes levées de fonds, une des plus grosses, je crois, en France dernièrement. Exactement. Dans les 2 dernières années. L'année dernière, oui. Voilà. Donc, Miracle recrute actuellement sur quel type de poste? Alors sur différents postes, il y a d'abord tous les postes tech, donc toute la variété de ce qu'on recrute dans les logiciels en SaaS, donc des développeurs front et back, du SRE pour l'infra, du quality analyst, du data scientist, des product designers, product managers pour concevoir le produit. Ensuite des commerciaux pour le vendre, et donc le vendre sur tous les marchés dans lesquels on est aujourd'hui, voire sur ceux sur lesquels on cherche à s'implémenter, parce qu'il y a des tas encore de pays qui n'ont pas forcément développé tout leur potentiel en termes de plateformisation de leur e-commerce, et nous c'est ce qu'on vend. Et ensuite des consultants. C'est-à-dire ils sont en train d'arriver à un niveau. En fait, ils ont potentiellement déjà digitalisé leur e-commerce, c'est-à-dire les grands acteurs de la distribution ont ouvert un site en ligne où ils vendent leurs produits en ligne. Là, la plateformisation, c'est leur permettre en fait de référencer les produits d'autres vendeurs tiers et donc de vendre soit des produits que eux n'auront jamais en stock, soit des produits qu'ils peuvent avoir en stock, mais du coup, comme ça, sont assurés par le fait qu'il y a d'autres vendeurs qui les font, donc plus de rupture de stock, ce qui est quand même assez critique en ce moment. Donc tous ces pays-là qui n'ont pas encore plateformisé beaucoup leur e-commerce, et qui sont plutôt la proie de grands acteurs du e-commerce qui opèrent eux-mêmes leur marketplace, typiquement Amazon, etc. On leur donne les armes pour se battre dans ce secteur avec les mêmes armes qu'Amazon. Que des profils finalement, si j'en reviens à vos profils de recrutement, que des profils faciles, quoi. C'est une blague évidemment. Est-ce qu'on peut le dire ça, qu'un profil, un recruteur de profil pénurique est différent d'un recruteur lambda? Alors, dans les pratiques, oui, parce que on va dire le recruteur de profil lambda, même s'il y en a de moins en moins, tous ceux que vous interviewez, avant il y avait qu'à se baisser pour trouver les profils, maintenant même des profils. Poster une annonce, voilà, c'était déjà beaucoup. Aujourd'hui, avec les profils pénuriques, il faut beaucoup plus chasser, et qui dit chasser dit être convaincant. Et donc ça, c'est des techniques et des qualités qu'un recruteur doit développer, ce qui fait de lui vraiment une sorte de commercial pour les RH, parce que lui, il va pas vendre le produit, il va vendre une carrière dans l'entreprise, qu'on espère la plus longue possible, mais dans le monde du travail actuel, c'est potentiellement 2-3 ans de la vie d'une personne qu'on va lui vendre, alors qu'elle est peut-être très bien dans son entreprise actuelle. Complètement. Est-ce que c'est désuet aujourd'hui de parler d'une scale-up?
Centaure, versus un grand groupe, forcément, vous mettez en avant la jeune société, l'ultra-croissance, etc. Mais Scale-up, Centaure versus Centaure ou Scale-up, qu'est-ce qui vous différencie? Comment aujourd'hui, vous battez dans la cour des Scale-up ou des Centaures pour pouvoir recruter? Alors, on se bat en vendant d'abord le potentiel de croissance, en tout cas la possibilité pour les gens d'apprendre. En ce moment, il y a un peu un coup de froid sur la tech, donc les gens se doutent bien que ça va pas être aussi évident qu'avant d'être promu en 1 ou 2 ans. De toute façon, ça n'a jamais trop été le positionnement de Miracle. Chez Miracle, on disait vraiment il faut faire ses preuves sur son poste avant de pouvoir accéder au prochain. Donc ça, on était toujours très honnête avec eux. Et donc nous, c'est ça qu'on leur vend avant tout, c'est la capacité à apprendre. Nous, on vend vraiment cet impact-là et la capacité pour la personne à trouver du sens dans ce qu'elle fait en voyant les résultats de son action. Ça veut dire que du côté du recruteur, si j'analyse un tout petit peu ce que vous venez de dire, il va devoir aussi... C'est mieux. Un tout petit peu, j'ai dit. Oui, mais pas trop. Il va se placer en fait de plus en plus comme un convertisseur en fait de candidats. C'est-à-dire qu'avant, il se baissait, il ramassait, il y avait une annonce qui était postée, finalement, il triait les CV. C'était un trieur et maintenant c'est un convertisseur. C'est un peu ça. La vision que tu partages de recruteur, c'était un peu la mauvaise vision qu'on avait. En gros, c'est le mec qui va trier les CV, c'est pas bien compliqué. Et après, c'est le manager qui verra si le candidat est bon ou pas. La vision que moi je défends du recruteur, qui soit pêcheur ou chasseur, parce qu'il y a encore des profils où il suffit de poster une annonce pour avoir des bons candidats, c'est justement d'être le bon business partner et de challenger le hiring manager sur la qualité de son recrutement. Un mauvais recruteur, entre guillemets, c'est quelqu'un qui va vite voir un candidat, va dire tiens, lui, il va plaire au manager, je lui envoie, il n'est pas très bon, j'ai vu des choses qui me font vraiment douter de lui, mais c'est pas grave, je le pousse, parce que ça me fait mes objectifs. Le bon recruteur, que ce soit pêche ou chasse, c'est celui qui va challenger le manager et lui dire, non, lui, je te l'envoie pas, ou peut-être lui que tu avais vu, qu'on t'a coopté, où tu sais que c'est l'ami d'un beau-frère ou je sais pas quoi, tu vas absolument le prendre. Moi, je l'ai vu en entretien, je te déconseille de le prendre pour telle raison. Donc, le recruteur, c'est celui qui aide le manager à lever la barre, en fait. Et pour faire ça, il y a des nouveaux outils. Vous vous aidez de data, vous vous aidez de quel type Alors, d'outils? de techniques d'entretien, surtout. Pendant très longtemps, le recrutement, c'était un peu trop, dans le meilleur des cas, de l'intuition, dans le pire, du pifomètre. Et du coup, maintenant, il y a des techniques d'entretien structurées, la méthode STAR, des questions comportementales qui permettent en fait d'analyser les candidats sur la même base équitable, en se disant qu'on leur pose à tous les mêmes questions, et d'analyser précisément leurs réponses en partant du principe que si on leur pose une question comportementale, donc c'est une question qui commence par racontez-moi une fois où, en fait leur attitude passée va prédire leur attitude future. Et donc du coup, c'est dans ces moments, dans ces questions-là, avec ces réponses-là, qu'on voit si le candidat est vraiment quelqu'un qui a eu un impact, quelqu'un qui a eu une action impressionnante ou pas, et s'il va pouvoir le reproduire dans notre environnement et si c'est aligné avec les valeurs de l'entreprise. Donc oui, c'est une forme d'outil, parce que nous, on forme tous nos recruteurs et tous les intervieweurs, parce qu'il n'y a pas que les recruteurs. Dès qu'ils arrivent. Dès qu'ils arrivent. Enfin, dès qu'ils arrivent, quand ils sont les recruteurs, oui, forcément. Les managers, dès qu'ils arrivent. Ceux qui ne sont pas managers, qui sont contributeurs individuels, eux, pour le coup, on leur propose de les former s'ils veulent participer aux entretiens, parce qu'on considère aussi chez Miracle que le recrutement est collectif. C'est pas juste le recruteur et le manager qui décident de prendre quelqu'un, il y a aussi des collègues qui sont impliqués. Bien sûr. Ces collègues, ils doivent être formés aussi au recrutement, parce que avec une vraie méthode, on fait beaucoup moins d'erreurs de recrutement. C'est quoi? C'est dans un onboarding en fait, où n'importe quel collaborateur reçout, ou en tout cas dans son cursus de formation, une formation de recrutement? C'est ça, c'est une formation qu'on fait en plusieurs étapes. Il y a une formation il y a une session en présentiel ou en distanciel de 3 heures, qui est animée généralement par un recruteur senior ou un manager de recrutement, qui explique les bases de pourquoi est-ce qu'on fait ça comme ça, avec quelques exercices pratiques pour commencer à analyser des réponses de candidats, savoir bien rédiger un feedback sur le candidat dans l'ATS, ce qui n'est pas évident pour beaucoup qui ne savent pas trop se positionner ou qui veulent être un peu trop gentils ou au contraire un peu trop méchants sans trop respecter GDPR. Donc ça s'apprend. Et après, ils font du shadow d'entretien réel avant d'être eux-mêmes back-shadowés. Et à la fin, ils sont en entretien en autonomie très clair. Directement avec les candidats. Donc, c'est très intéressant. Très processisé. Il y a une suite logique en fait dans chacune des étapes. Et donc, le recruteur qui va arriver chez vous, il a accès en fait à l'ensemble de ces fameuses étapes et son moment où il sera un peu laissé beaucoup plus autonome. Bien sûr. Ok. Vous disiez dans une interview, le recruteur est un commercial qui dit non à certains deals. Expliquez-nous.
Alors, je pense que j'ai même dit qu'il dit non à quasiment tous les deals. Parce que normalement, un bon commercial, c'est censé dire non au deal où il sent que ça ne va pas être intéressant pour l'entreprise, voire, s'il est vraiment intègre, pas être intéressant pour le client. Ils sont rares, ceux-là. Voilà, mais enfin, normalement, un bon commercial, Si tu as des objectifs, voilà. c'est compliqué de Voilà. dire non tout le temps. Bah oui, mais c'est ça, c'est tout, en fait, c'est la Même en tant schizophrénie. que patron, il faut les Voilà. freiner des fois. Bien sûr. c'est le ratio, quoi. C'est ça, mais c'est pour ça que moi je parle souvent de la schizophrénie du recruteur comme d'un commercial, c'est qu'en fait, il faut qu'il soit suffisamment en mesure de se dire est-ce que je pousse ce candidat-là, sachant que j'ai de gros doutes sur le fait que ça le fasse dans l'entreprise. Et donc, on est un peu déchiré entre vouloir closer à tout prix, faire ses objectifs de 6, 7, 8 recrutements par trimestre, ça dépend des entreprises, et puis se dire que je ne fais rentrer que les bons et qui restent derrière. Ça demande quoi? Une prise de recul? Ça veut dire qu'un recruteur un peu jeune aura peut-être plus de mal en fait sur... En fait, oui, qu'il y aura déjà plus de mal à juger de la qualité du candidat. Il y a un peu un travers que peuvent avoir des recruteurs juniors qui est d'être un peu dans la posture le candidat est disponible et je l'ai chassé, donc c'est mon poulain, je le pousse et je suis un peu aveugle à ses défauts. Donc ça, il faut réussir à garder la bonne distance, de se dire, même si je l'ai chassé, même si c'était compliqué, même si j'ai dû en contacter 100 pour réussir à pousser celui-là, avoir toujours l'intégrité de se dire après l'entretien, en fait, ce que le manager a vu ou ce que le collègue a vu, ça m'inquiète. Et j'ai pas envie qu'on demande à cette personne-là de démissionner, de venir chez nous pour qu'on rompe sa période d'essai dans 4 mois. Donc ça demande beaucoup d'intégrité. Et pour répondre à ta question précédente sur du coup dire non à certains deals, on a calculé chez Miracle que pour recruter un candidat, il fallait en considérer 150. Donc en considérer, ça veut dire aussi bien ceux qu'on va trier dès le début en disant ça le fait pas. ou les gens qui postulent, voilà, et les gens qu'on va contacter et qui nous répondront pas. Donc évidemment, l'essentiel du filtre, il tombe à cette première étape, mais après, ça veut dire qu'il faut quand même faire parfois 30, 40, 50 entretiens téléphoniques de recruteurs avec un candidat pour en recruter un. Et donc, du coup, il y en a qui vont nous dire non à nous-mêmes, mais il y a beaucoup de candidats à qui nous, on va dire non. Et à ce moment-là, l'essentiel, c'est de leur donner les bonnes raisons pour lesquelles on dit non. Et c'est souvent là que le bas blesse dans le recrutement, c'est que la plupart du temps, les recruteurs n'ont pas les feedbacks nécessaires de la part du manager ou des autres intervieweurs pour pouvoir faire un retour constructif au candidat. Donc il manque des outils encore. Des outils ou de la formation. Parce que là, tu parlais de chasse et tu parlais ensuite d'entretien. Tout l'après. La chasse, je la mets un peu après, mais en termes de recrutement pur et dur, est-ce que tu crois que la lettre de motivation aujourd'hui, elle joue encore son rôle? Est-ce que plus du tout, on la regarde plus? On la lit plus. Non, je crois que oui. La blague. Excusez-moi. Non, mais il n'y a plus du tout pour toi d'intérêt. Nous, on la désactive sur l'ATS, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de possibilité pour les candidats d'en poster. Et c'est aussi parce que scientifiquement, il y a eu des tas d'études qui ont montré qu'en fait, la lettre de motivation ne servait pas à grand-chose. Quand on reçoit énormément de candidatures et qu'il faut les trier, le recruteur, il va trier sur des critères qui sont beaucoup plus simples, qui sont l'expérience passée, qui sont le niveau d'atteinte à telle ou telle classification. Ouais, mais du coup, tout ce qu'on dit sur les softs, ça intervient quand? Comment tu vois des softs? C'est impossible de les voir sur le CV, les softs. Donc tu te passes potentiellement de candidats qui auraient eu des softs ultra intéressants pour toi, parce qu'ils n'apparaissent pas sur le CV, très mal. Alors c'est sûr que quand on cherche un junior, on laisse beaucoup plus de place du coup à cette incertitude-là. On va se dire quelqu'un qui a les softs, la capacité d'apprendre et de progresser vite, du coup on va plus le voir dans les entretiens. Mais quand on cherche de l'expertise, quand on cherche quelqu'un qui est très senior sur son poste, oui, potentiellement on va le passer à côté de bons candidats. Mais c'est toujours un équilibre à trouver entre le hard skills et les soft skills. Et chez Miracle, nous on accorde une importance extrême aux soft skills parce que il y a à peu près 3 ou 4 entretiens rien que sur les soft skills, alors qu'il n'y en a qu'un seul sur les hard skills. D'accord. Donc déjà, on se dit qu'on est prêt à faire un compromis si le candidat n'a pas 70-80% de ce qu'on veut sur les hard skills. S'il est très bon sur les soft, ça va équilibrer. Mais c'est vrai que l'inverse est beaucoup plus dur à mettre en place. Ça nous intéresse d'avoir ta vision aussi sur le télétravail, le full remote, on l'appelle comme on veut, mais en tout cas, il y a une politique chez Miracle. Il a été recruté, il me semble. Tu as pris ton poste pendant le confinement. Moi, j'ai pris le poste pendant le confinement. Ouais. Donc, tu as signé ton contrat en mode DocuSign, etc. Alors, moi, j'ai signé mon contrat avant le confinement. Parce que quand je suis arrivé en tant que directeur de recrutement, il y avait un gel des recrutements. Je commence à me demander est-ce que j'ai pris une bonne décision. Arrivé en tant que directeur de recrutement, alors qu'il y a un gel des recrutements, tout le monde faisait pareil pendant le Covid.
Donc, Oui, oui. voilà. Et puis très vite, on s'est rendu compte qu'on bénéficiait de la crise, donc ça allait mieux. Mais non, c'était pas évident parce qu'en plus, il n'y avait pas forcément une forte culture télétravail chez Miracle avant le Covid. Donc le Covid a permis de l'améliorer. C'est intéressant. Et aujourd'hui, on a une culture où il y a 2 jours de télétravail autorisés par collaborateur Et par par semaine, totalement les libre cumuler sur les jours qu'on prend. Les cumuler, C'est-à-dire, ils peuvent faire des semaines entières et puis... non, c'est 2 jours par vraiment semaine parce qu'on cherche à maintenir un équilibre. Après, il y a aussi des collaborateurs, notamment des collaborateurs tech, qui sont sur des métiers les plus en tension, où là, on peut autoriser du full remote, mais on fait très attention à ce qu'il y ait un bon équilibre entre le full remote et les collaborateurs qui viennent au bureau. Ok. Parce qu'on croit que tout ce qui est informel, tout l'échange et toute la simple présence Passer à côté. qu'on a quand on est avec quelqu'un au bureau, ça, on veut pas la perdre. Et si on regarde par exemple pour un recruteur, le simple fait, un recruteur ou un commercial, le simple fait d'entendre ses collègues pitcher un candidat et lui expliquer ce que c'est que Miracle, c'est là qu'on apprend le plus. Et à ça, quand on est tous chez soi, c'est plus difficile à mettre. Ça allait être ma question, du coup, vu que tu as été recruté, enfin en tout cas, tu as signé pendant le confinement, comment tu as réussi à capter la culture d'entreprise tout court? C'est une question très large, mais finalement, c'est ce qu'on met un petit peu, est-ce qu'on remet un petit peu en doute aujourd'hui après la décision de nombreuses entreprises, d'ailleurs comme la nôtre, d'avoir été en full remote à la suite de cet épisode. Comment toi tu as vécu l'apprentissage de cette culture d'entreprise à distance? Pour le coup, c'était très dur parce que déjà, c'était pas la culture de l'entreprise et ensuite, il me manquait plein de choses. Néanmoins, j'avais une vraie chance, c'est que la boîte avait travaillé sur ses valeurs de façon extrêmement précise longtemps avant mon arrivée. Et donc, du coup, c'est ces valeurs-là qu'on utilise en entretien de recrutement, c'est ces valeurs-là qui sont utilisées en évaluation biannuelle de tous les collaborateurs. Et donc, du coup, avec cette catégorisation qui était nos 5 valeurs, je pouvais à peu près réussir à catégoriser ce que je voyais de l'entreprise via mes interactions en Zoom avec différents collaborateurs et pouvoir me dire tiens, ça se rattache à cette valeur-là ou à cette valeur-là. C'était un peu tes garde-fous finalement. Exactement. C'était un vrai guide pour moi pour me dire, pour appréhender cette culture qui m'était pas offerte parce que personne n'était au bureau et j'ai commencé à aller au bureau 6 mois après mon arrivée à peu près. Tu as senti la différence après en arrivant au bureau? Quand on voit la façon dont les gens réfléchissent, quand on voit la façon dont ils se comportent, quand on voit la réalité des Vous manquiez de liens informels. digitaux entre vous? Non, parce qu'on était toujours sur Zoom, mais Zoom, c'est forcément plus formel. Au-delà de Zoom, on dit que pour augmenter la productivité, les outils, notamment de productivité, permettent en fait de créer un social meilleur entre les équipes. Non, moi je trouve pas que ça manquait, parce que au-delà de Zoom, on avait Slack, il y a les mails, etc. Mais quand on est en difficulté sur quelque chose à son bureau, on a le collègue à côté, on lui dit ne peut pas m'aider là-dessus. Quand il faut slacker quelqu'un ou lui envoyer un Zoom pour en parler, c'est tout de suite plus formel. Voilà, et donc c'est moins, on a plus l'impression de déranger. Donc du coup, c'est ça. On pourrait peut-être dire que certaines fonctions se sentent plus en facilité dans ces tâches, notamment les managers. On reçoit beaucoup de managers, on se rend compte que les managers, eux, se sont sentis peut-être un peu plus détendus, déstressés, parce qu'ils ont eu moins de questions à gérer au quotidien. Et on va dire que les parties plus opérationnelles, eux, manquent de social. Alors moi, ça ne m'a pas déstressé, parce que pour le coup, moi je suis rassuré quand un collaborateur me pose beaucoup de questions. Je me dis, il a identifié ces zones de flou et il vient les clarifier avec moi. Donc si quelqu'un que je viens de recruter dans mon équipe ne me pose pas beaucoup de questions, c'est là que moi je vais commencer à flipper. Donc pour le coup, c'est pour ça que tous les nouveaux, parce qu'on a fait passer l'équipe d'à peu près 4 recruteurs à plus d'une vingtaine là, tous les nouveaux, moi j'insistais beaucoup en leur disant, même si je suis ton N+2 ou qu'on n'est pas directement en contact, dès que tu as une question, tu n'hésites pas. Si tu me vois sur le plateau et que ton manager n'est pas là, tu as une question, j'y suis, tu n'hésites pas. Il faut vraiment renforcer cette machine-là, parce que la plupart du temps, c'est de l'autocensure, de gens qui disent « je vais pas le déranger avec ça » ou « j'ai peur de comment est-ce qu'il va interpréter ma question », etc. Donc, il faut vraiment combattre. Et de leur dire, c'est suffisant, ou il y a d'autres outils ou tips que tu peux nous donner Alors, moi, ce que j'ai beaucoup fait depuis 2 dernières années, c'est j'ai rédigé un playbook. C'est la liste de tous les process qu'on a au recrutement chez Miracle. Quand je suis arrivé, il n'y avait pas ça. C'était une culture très orale. Alors, il y avait du savoir-faire, il y avait de la technique, mais qui se passait un peu de manager à recruteur, mais c'était pas écrit quelque part. Et pour réussir à scaler une boîte comme Miracle, il faut accélérer le recrutement sans renier sur la qualité. Une des façons d'accélérer le recrutement, c'est de dissiper l'ambiguïté. Dissiper l'ambiguïté, c'est quand un recruteur a déjà eu un problème sur tel ou tel sujet technique, on a trouvé la solution, on le met dans le playbook, le prochain, au moins, il n'aura pas cette difficulté-là. C'est une espèce d'FAQ géant en recrutement. C'est ça, exactement. Ça ne veut pas dire que c'est Ça, par exemple, c'est un outil très Covid.
Peut-être, moi je trouve que c'est de la documentation en fait. je veux dire, c'est un outil, Qui s'est développé, qui tu veux s'est dire. développé et qui s'est conçu en fait en période de C'est Covid. ça, sur beaucoup de métiers, parce qu'en Il fallait fait, se passer des informations les unes aux autres. des technical writers dans les équipes tech, ça fait longtemps qu'ils ont ça, de la Ah oui. documentation, Ouais, bien et c'est juste, moi, ça me semble aberrant que ça n'existe pas plus tôt chez les RH, Ah ouais, bien parce sûr. qu'il y a énormément de savoir, énormément de techniques qu'on met pas, et ça veut pas dire que c'est un livre d'or, c'est-à-dire que c'est pas gravé dans le marbre. On peut très bien se dire, ça, on l'a écrit, mais l'idée c'est que le recruteur puisse se dire, voilà, dans mon cas, voilà la solution. Est-ce que cette solution qui est dans le playbook est adaptée ou pas? Et si elle n'est pas adaptée, j'ai la bande passante pour me dire qu'est-ce que je peux trouver comme autre solution. Super. Mais au moins, ça permet de résoudre 80% des cas. Merci beaucoup Guillaume, merci Guillaume Saint-Agne d'être venu nous voir. C'était très intéressant, très pragmatique, très précis. Merci d'être venu nous voir. À très vite. Merci Merci Guillaume. beaucoup. Travailleuses, travailleurs. 1 million d'emplois verts dans ce pays. Le télétravail sera à nouveau généralisé. Quoi qu'il en coûte, Qui décrochera le job? Patati et patata.